12 francs 65. Une voisine fidèle, un tiroir caisse presque vide, la scène n'est pas vieille. Elle est la dernière image d'un réseau d'épiceries, le plus ancien, le mieux aimé, qu'on déserte maintenant car ses prix sont ceux d'un autre temps. Un réseau dont les gérants salariés n'ont plus d'autre arme que la grève. Les gérants de Félix Potin sont venus demander des comptes. À Matignon, les gérants de Félix Potin sont venus demander des comptes. Félix Potin. L'arme du désespoir quand, faute de stock, les rayons se vident. Félix Potin a des soucis, la chaîne pourrait bien fermer la moitié de ses 400 épiceries en France. Ah, le petit potin qu'on voit couler sans fin. 5 fois déjà, la maison Potin a connu la résurrection. Mais fin 95, le miracle n'aura plus lieu. Ma grand-mère était déjà cliente de Félix Potin, autant c'était uniquement le commerce de luxe avant qu'il se lance dans la grande distribution. Et non, je regrette beaucoup, ça va faire un vide dans le quartier. L'émotion désormais est celle d'une histoire. Une histoire étonnante qui a son territoire, le Grand Paris. Une histoire qui court dans les mémoires, celle de 5 générations successives. Pendant un siècle et demi, Paris fait partie de la maison Potin et Félix Potin appartient aux Parisiens. Mais ce nom d'enfance est également celui d'une famille bien réelle. Une famille de 260 membres fondée par un homme qui avait du génie. Et par qui tout commença à Paris sous Louis-Philippe. Quand l'épicerie était le monde des poids et mesures, du crédit, de l'ardoise, des emplettes qu'on débite à la main au prix fort. Avant Potin, dans les années 1820-1830, au début du XIXe siècle, l'épicerie, le commerce, c'est la boutique. Ce sont des prix qui ne sont jamais affichés, qui sont un peu à la tête du client. Et les domestiques s'entendaient avec l'épicier pour voler les maîtres, et en échange, les domestiques avaient un pourboire en fin d'année que l'épicier leur ristournait pour avoir volé les maîtres. Donc finalement, dans les dictionnaires de l'époque, dans l'imagerie de l'époque, épicier veut dire un voleur. En 1844, une petite épicerie se distingue. Le prix y est le même pour tous. Alors l'innovation de Félix Potin, elle est simple, c'est d'afficher les prix. D'afficher les prix et de ne pas discuter. La révolution commerciale, la première grande révolution commerciale, c'est que les prix sont affichés, tout simplement. Hein, ça nous semble banal aujourd'hui de faire des courses et de voir les prix affichés. C'est une révolution au moment où Félix Potin fonde son magasin. Félix Potin naît en 1820 à Arpajon, à 80 km de Paris. Depuis 3 siècles, les Potins y travaillent la terre. Félix est le cadet. Son père le destine au métier noble, le notariat. Mais à 16 ans, il quitte tout. Le notaire, sa famille, ses amis. Il part seul pour Paris. À la conquête de Paris, Félix Potin choisit le métier de l'opprobre, l'épicerie. Mais aussi le quartier de l'Avenir, le 9e arrondissement, celui de la nouvelle gare Saint-Lazare. Pendant 8 ans, il y est commis. Puis à 24 ans, il ouvre une petite boutique au 28 de la rue Rottier. Le mariage. Félix a 25 ans quand il épouse Joséphine Mianet, fille d'un fondeur en cuivre qui lui apporte 17 000 francs de dot. On ne dira jamais dans la grande distribution le rôle considérable qu'ont joué les épouses. Je veux dire que les épouses, il faut jamais se marier au hasard quand on veut réussir. En général d'ailleurs, il ne faut jamais se marier au hasard. Mais dans la grande distribution, encore moins. Donc son épouse lui apporte une dot, elle va tenir la boutique. Pendant 6 ans, les 2 époux assument toutes les tâches. Chaque matin, Félix fait lui-même ses achats dans le quartier des Halles que Baltard transforme alors.
Petite vente, petit fournisseur, petit métier, le cercle de toujours que Potin veut briser. Car il entrevoit un tout autre horizon. Le chemin de fer est là, son triomphe est assuré. Demain, les foules vont grossir Paris, la capitale du monde. Elles sont le seul marché qui soit, celui du grand débit, une grande distribution. Ce petit homme modeste qu'on traite de fou est un visionnaire qui invente la société de consommation. Cette vision, Félix Potin va l'incarner pas à pas. Le premier pas est sa nouvelle épicerie, le choix du site. Il choisit le boulevard Sébastopol que vient de percer Haussmann, proche des gares de l'Est et du Nord. L'épicerie qu'il y ouvre en 1859 est le plus grand magasin d'alimentation de Paris. Félix Potin n'impose rien. Il se cale parfaitement sur l'évolution de la société. C'est-à-dire, par exemple, sur l'urbanisation, sur le développement à Paris des travaux d'Haussmann, qui ont lieu exactement pendant la période dans laquelle il s'installe, sous le Second Empire. Hein, c'est l'époque aussi où la bourgeoisie s'enrichit, c'est les opérettes plutôt d'Offenbach. Hein, c'est le développement de la consommation de produits dus à l'enrichissement général d'une bourgeoisie. Café, sucre, cacao, chocolat, c'est des produits de luxe au départ. La vision de Félix Potin, c'est de comprendre l'évolution de son temps. Le deuxième pas est celui de l'audace. Potin veut fabriquer, donc s'approvisionner. Le transport fluvial est maître. Son usine s'implantera près du bassin de la Villette, qui accueille 10 000 navires par an. La grande révolution de Félix Potin, c'est là qu'il fonde son empire, j'allais dire, c'est de fabriquer ce qu'il vend. Et en 1861, il fonde une usine qui va faire du chocolat. Les Allemands encerclent Paris, le siège durera 4 mois. L'hiver arrive, les Parisiens n'ont plus rien à manger. Au sein de Paris, la commune populaire s'installe. Et je veux dire que pendant ce siège, ce rationnement, où on mange des rats, où les prix s'enflamment, où les spéculateurs s'en donnent à cœur joie, on propose à Félix Potin de vendre son stock 4 fois le prix où il est, et il ne veut pas. Chaque matin, boulevard Sébastopol, le jour découvre la foule qui toute la nuit a veillé pour obtenir le morceau de gruyère, la boîte de petits pois, la tablette de chocolat auquel chacun a droit. Félix Potin vient d'inventer le rationnement. Il veut servir tout le monde, et quand il n'y a plus rien, il fait abattre Castor, l'éléphant du jardin d'acclimatation, qu'il débite en beefsteak pour la nouvelle année. Il faut bien voir que Félix Potin est un républicain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est proche du peuple, qui a l'esprit populaire, et finalement, ça finit par lui rendre service. La vision de Potin s'incarne quand une crise cardiaque le terrasse. La mort frappe à 51 ans un homme qui a toujours vu juste. Sa réussite est trop belle. Paris Journal l'a flétrit aussitôt. Le roi de l'épicerie était un escroc, il s'est suicidé en prison. Les épiciers n'ont jamais bonne presse en France. On le voit encore aujourd'hui. Les pouvoirs publics, l'opinion n'aiment pas ceux qui gagnent de l'argent. C'est un peu l'idée de l'Église, on vend de l'argent finalement sans produire. C'est un vieux fond chrétien, matiné de marxisme dans un premier temps, c'est que quelqu'un qui vend quelque chose qu'il n'a pas fabriqué, enfin quelque chose qu'il vend, le bénéfice sur la vente est toujours indu. C'est l'idée qu'on pourrait directement acheter au producteur et que tout ce qui sont les intermédiaires sont des gens qui gagnent malhonnêtement leur argent. Ce qui est faux, bien sûr, mais c'est quand même solidement ancré dans l'imaginaire collectif des Français. La richesse des Potins n'en est qu'au commencement. Un deuxième magasin a été créé, au 47 boulevard Malesherbes, au cœur du nouveau quartier bourgeois de Paris. La maison Potin y est dans son fief, elle y installe son siège social. Les 5 enfants de Félix reprennent le flambeau. Pendant 50 ans, ils vont se transmettre le relais à la tête de l'entreprise. L'unité familiale est sans faille, elle est la clé de l'essor qui commence. D'abord celui du magasin, qui annexe les immeubles voisins.
celui de l'usine, qui se double d'une conserverie, d'une distillerie, d'une confiserie. Sans cesse, les voitures de la Villette livrent les magasins. Le Paris qu'elle découvre n'est plus le Montmartre des débuts. Les signes du faste se multiplient, Paris exalte sa nouvelle richesse. L'opéra et le commerce désormais se rejoignent. Boulevard Sébastopol, la représentation se poursuit. Le palais de l'alimentation tient 2 séances par jour. Les chalands qui pénètrent sont servis par 500 commis. Aujourd'hui, ils s'impatientent. Potin ouvre sa boucherie. Son inauguration est une date pour Paris. La foule sait que le décor romain est voué au culte du bœuf gras. Elle sait que 20 bœufs, 500 moutons, 100 veaux s'offrent sur les étals. Mais quand les grilles s'enfoncent dans le sol libérant la ruée, l'étonnement est total. On est venu m'inviter, la 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 la, m'inviter à dîner, la 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 C'est le développement gigantesque de la capitale. En même temps, une capitale qui est la vitrine du monde, je dis la Tour Eiffel. Vous parlez du magasin qui a été rénové en 1888, la Tour Eiffel a été inaugurée en 1889, pour le centenaire de la Révolution française. C'est l'utilisation du fer comme matériau nouveau, c'est l'idée que le commerce doit être une sorte de temple, c'est une sorte de cathédrale. Barthes aurait probablement employé le terme de cathédrale, René Barthes, pour parler de ces cathédrales de la consommation, ces temples de la consommation. C'est le plaisir de l'œil. Je veux dire qu'ici, nous sommes sous la coupole du printemps, on se rend compte de ce que c'est que le plaisir de l'œil. C'est-à-dire, c'est tout à fait contraire, et aujourd'hui, ça pose des problèmes à la distribution. Aujourd'hui, la mode pour la distribution, c'est le hard discount, c'est-à-dire la chose la plus austère possible, où on puise soi-même dans des emballages pour aller chercher les prix au plus bas prix. C'est exactement le contraire qui se passait il y a un siècle. Réponse en façon que je voulais bien, pourvu que ce soit bon et que ça ne coûte rien. Dans l'usine de la Villette, un bataillon d'ouvrières prépare les ingrédients de la fête. En chignon et uniforme, les jeunes femmes célibataires travaillent en silence, 10 heures par jour, sous l'œil de la contremaîtresse. Sertis dans leur écrin, les produits potins doivent être impeccables. Triés, choyés, issus parfois d'un domaine de la maison, le produit potin sans défaut est d'abord un labeur. Pour d'autres, il sera un cadeau. Prenez mon froid, madame, Je le veux bien, maman. je ferai que je réclame. Je ne vous dis pas non. La comtesse est exquise, Et puis admirant. m'acceptez-vous, marquise? Pardon, général. Les grandes familles se fournissent chez Potin. Elles sont la plus exigeante des clientèles. Dès 1870, Potin invente la livraison à domicile. 200 livreurs et 85 voitures qui pendant 40 ans vont sillonner Paris. Un vrai service pour le client, car Potin livre en moins de 24 heures. Un spectacle pour le badaud, car Potin a les plus beaux attelages. L'arrivée du livreur est toujours un événement. Il apporte des produits de fête, du chocolat, puis du champagne, des liqueurs, des gâteaux,
toute une gamme de produits estampillés chacun d'une marque dont l'origine est la même. En 1886, la maison Potin invente la marque commerciale. Le chemin de la marque passe par les expositions universelles. Les médailles accumulées pendant 30 ans consacrent les fabrications de la Villette. Elles érigent le nom d'une famille en véritable label de qualité. L'essor du chemin de fer est le second outil. Il permet à la marque d'investir la province. Le prestige alors s'attache à Paris. À Lille, à Tours, des commerçants locaux se proclament épicerie parisienne. En 1930, 20 000 concessionnaires vendront les produits Félix Potin. La province semble condamnée au silence. C'est elle pourtant qui ouvre les voies nouvelles. À Saint-Étienne, loin des bruits de la vie parisienne, un jeune homme ambitieux, visionnaire lui aussi, Geoffroy Guichard, imagine une autre voie. L'ancien casino lyrique où prospère son épicerie lui a donné une enseigne. Si on prend la deuxième grande vague, les magasins à succursales, les grands magasins populaires, ce n'est pas des magasins, ce sont des succursalistes. Ce sont des magasins, ce sont des succursales installées dans les petites bourgades, les petits villages, où il y a une enseigne. L'enseigne Casino, dès 1900, essaime dans la Loire, le Rhône, l'Ardèche, l'Isère. En 1920, elle comptera plus de 600 gérants de succursales. C'est un système qui est en fait très moderne, où on allie à la fois la sécurité du salarié et l'indépendance de l'indépendant, si je puis dire, et dont la rémunération est totalement liée au chiffre d'affaires. Donc ce sont en fait des petits entrepreneurs salariés. De Lyon jusqu'à Nice, la vague gagnera le sud-est de la France. En 1934, Casino comptera 1600 gérants salariés. Le succursalisme n'aura pas trouvé d'écho sur les grands boulevards dans le Paris de la Belle Époque. Le grand magasin triomphe, la maison Potin domine. Boulevard Malesherbes, passant en revue les bonnes qui attendent l'ouverture, voici son chef, Paul Potin, le fils aîné. Les gendres, les fils de Félix, ont maintenant 50 ans. Ils ont multiplié par 6 l'empire paternel qu'ils gouvernent ensemble, tous les 5, sans concours extérieur. La grande distribution s'autofinance. Si on prend Félix Potin, il est passé d'un chiffre d'affaires d'environ 20 millions de francs en 1870-71 à un chiffre d'affaires de 100 millions de francs en 1900, sans faire appel au financement extérieur. C'est la famille qui finance, c'est la famille qui n'a pas le droit de vendre les parts, c'est la famille qui contrôle le capital. On marie les filles, on marie les garçons, on marie les filles avec les employés du magasin, enfin les chefs employés du magasin, on marie les garçons avec des gens qui apportent des dots. Donc toute une stratégie qui fait qu'on reste chez soi. Je crois que c'est Gérard Mullier d'Auchan, ou les patrons du Nord en général, qui disent « le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit ». En 1904, la maison Potin marque son hégémonie par un nouveau temple, mais sur un autre territoire, extérieur au Grand Boulevard. Potin change de rive. Le Potin rive gauche s'installera près de la gare Montparnasse, au 140 de la rue de Rennes. Il sera le nouvel étendard. Car c'est une bouteille de champagne de 10 étages qui se dresse, escortée d'une rangée de meringues. Utilisé pour la première fois, le béton armé permet la liberté d'une architecture comestible, d'un immeuble dessert que les Parisiens savourent. Nous mettrons la grille sur le feu. Quand le grill sera sur le feu, et quand nous verrons que le feu nous ôterons le grill du feu. Et mangerons les côtelettes.
Au service du plaisir, une autre hiérarchie, celle des commis, de première aux 5e classes, qui toujours sont des hommes, provinciaux, célibataires, qui travaillent 14 heures par jour, et parmi lesquels, en 1900, se trouve un jeune cher bourgeois, Jean-Nicolas Allais. On l'a envoyé comme apprenti chez Félix Potin à Paris, où il est resté, je crois, 2 ans, pour apprendre à ranger des boîtes de conserve dans un étalage. À l'époque, on faisait ça pour commencer. Et quand il est revenu, après, je pense, son service militaire, sa famille lui a acheté une épicerie à Cherbourg. Berceau de la famille Allais, elle est celui d'un autre empire, Promodès. Évidemment, le rayon d'action d'un grossiste à l'époque n'était pas très important parce qu'on livrait les clients avec une voiture à cheval. Alors, une voiture à cheval, ça n'emportait pas grand-chose. Et puis, en plus, ça ne pouvait pas aller très loin parce qu'il fallait qu'il revienne le soir, le cheval. Et donc, je pense que le rayon d'action, ça devait être une dizaine de kilomètres. Le cheval règne encore dans la capitale au début du siècle. La maison Potin est accordée à son pas. C'est Potin qui rythme la vie du Paris de la Belle Époque. En apportant la paix, la victoire amène également le camion, outil formidable qui bouleverse les métiers de la distribution. À l'usine de la Villette, les temps modernes sont arrivés. Potin reste le pionnier, mais il n'est plus seul. Une course à l'innovation s'engage qui traduit l'âpreté de la lutte commerciale. Le camion-citerne poursuit sans cesse sa ronde, car le vin chez Potin est un monde qui comprend les grands crus, le champagne qu'il produit lui-même à Épernay, mais surtout le vin de table issu de ses vignes du Languedoc et d'un domaine de 2800 hectares en Tunisie. Le visage de la maison Potin en 1920 est multiple. Il ne se dessine vraiment qu'à travers les 60 pages du catalogue qu'on s'arrache à Paris comme une gourmandise. Et que le facteur porte maintenant partout en province, assurant ainsi le tiers des ventes. Le premier, le seul, le vrai paradis, c'est Paris. Quelle est la terre que Moïse promit, c'est Paris. Sa force est tellement vitale que dans cette capitale. Les ventes de Potin augmentent encore quand au milieu des années 20, la formule du grand magasin vit ses dernières années folles. C'est Potin qui organise les plus grands banquets. Potin qui est le fournisseur exclusif de l'Élysée. 4 autres usines ont été créées. L'usine mère à la Villette s'étend sur 4 hectares. Potin est la maison d'alimentation la plus importante du monde. Et
c'est le monde qu'entend désormais nourrir Potin. La marque nourricière berce les saisons qui mènent aux années 30. Et me vois déjà chez nous, Buvant du thé sur mes genoux, avec du cake et des petits gâteaux secs. Ah, quel bonheur ce sentir son chef-d'œuvre, tous les deux démanés, soit la bonne, soit personne n'a qui téléphoné, bien que nous vraiment seul, bien seul, seul. À la foire de Paris, le bonhomme Potin salue Gaston Doumergue. Le président de la République apporte l'hommage de la France à une maison qui fait son orgueil. Celle qui lui a donné la grande distribution et qui, vieille de 80 ans, incarne désormais la tradition. À la tête de l'Empire, Julien Potin, le dernier fils de Félix. Son hôtel particulier, à Neuilly, possède un parc de 3,5 hectares, le plus vaste de la capitale. Passionné d'orchidées, de pur sang, le fils du paysan d'Arpajon collectionne les meubles précieux. Quand en 1927, Julien Potin meurt sous les roues d'un taxi. Tout bascule. L'onde de choc se prolonge jusqu'aujourd'hui. Son dernier témoin est Jacques Potin, petit-fils de Julien, qui vit solitaire dans le quartier des Batignolles. Les magasins se développaient toujours, mais on ne donnait jamais d'argent. Quand on ne donne pas d'argent, il y a des moments où la famille n'est pas très contente et vendent leur part. Et alors, ils ont peut-être fait un procès, je ne sais pas quoi, et ils ont réussi à pouvoir tous vendre leur part. Alors ils ont tous vendu globalement, tout le monde s'était disputé, et mon père était devenu, comme c'était mon grand-père Julien Potin qui était à la tête là, mon père avait été nommé à la tête aussitôt, mais mon père était le seul à avoir gardé. Jean Potin a gardé ses parts. Le voici à la tête de l'entreprise. Mais est-ce un titre suffisant? Le vent tourne. Le temps de l'épreuve arrive. C'est un vrai capitaine dont l'entreprise a besoin. La maison Potin abandonne d'abord la formule du grand magasin. À Paris, en banlieue, elle se lance dans la création de petites succursales. 25 ans après, elle s'engage sur les traces de Casino. « 1930. C'est la crise. Il faut une adaptation profonde. Les efforts de Potin restent de surface. La crise, Félix Potin ne prend pas le virage que prend le Printemps, que prend les nouvelles galeries, que prend les galeries Lafayette en créant les magasins populaires vraiment, les ancêtres du hard discount, c'est-à-dire Uniprix, Monoprix, Viniprix, enfin tous ces magasins prix uniques qui se créent pendant les années 30. La voie des magasins populaires, elle aussi, n'a pas été prise. Jean Potin est en difficulté. Le chef de la maison parisienne doit demander secours à la province, à Saint-Étienne, à Geoffroy Guichard. Il avait des relations très amicales avec Jean Potin, et je sais que Jean Potin lui avait demandé plusieurs fois de l'aider. Mon grand-père a refusé. Mon grand-père a refusé parce qu'il ne voulait pas quitter Saint-Étienne. Il avait déjà très très peur de Paris. Et puis sans doute pour d'autres raisons que les mémoires qu'on ne connaîtra jamais. Le coup de grâce vient de l'intérieur. Jean Potin a mal placé sa confiance. Son administrateur a détourné 80 millions. Jean Potin est responsable des actes de Jean de Fradas. Il est ruiné. Il doit vendre l'entreprise. Mais il a gardé très peu de temps parce qu'il y a eu l'affaire de Fradas et les 30 millions que mon père, en revendant l'hôtel particulier, que moi j'ai bien connu,
Ils l'ont vendu et pour rembourser les dettes. Mon père, comme je l'ai dit, était un homme très honnête, très mauvais gestionnaire. Et puis qu'en 1930, il a vendu ça à une famille qui n'était pas la Banque Worms, mais un Worms qui avait la grande maison de Blanc. Le leader de la grande distribution désormais, le voici. C'est en province, à Saint-Étienne, qu'en 1935 se désignent les reines du commerce. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait meh, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais le monde des potins est devenu un monde aux lois différentes. La ruine ou la fortune y arrivent autrement. Et la roue tourne à nouveau en 1935. Alors Potin est vendu et en 1935, mes grands-parents, ma mère était née Jeannine Desmarais, héritière des pétroles des Marais Frères, encore plus riche que la famille Potin, vraiment extrêmement riche, et ma mère a donné de l'argent à son mari pour acheter les parts, enfin a remis son mari sur le trône, mais ma mère était très autoritaire et disait toujours à son mari, n'oublie pas qu'est-ce qui paye ici et qu'est-ce qui dirige ici. Les Desmarais sont des aristocrates de la richesse. Ils ont percé le canal de Briard, donné à la France le pétrole et vivent depuis 2 siècles dans un monde préservé. Le château de mes grands-parents Desmarais avait 3000 hectares en famille à Coubert, à 35 km de Paris. On y allait, mais il n'y avait jamais personne. À nouveau, les Français ont faim. À nouveau, l'épicier, le maître des tickets et des cartes, devient le personnage le plus important. L'après-guerre a été une période extraordinaire pour la distribution. Il n'y avait pas assez de produits. Les épiciers, les BOF, étaient les rois. Au fond, ils géraient la pénurie, ce qui est une situation pour un distributeur formidable. Bon, bien moi je lève mon verre à la santé de notre maison. Il y a encore des clients à cette heure-ci. Nous sommes toujours à leur service. Monsieur Bécamel, bonsoir. Je suis venu en voisin vous faire une petite visite et vous féliciter. Car comme je le disais au début de ce film, le sourire, monsieur Bécamel, dans la vie, c'est tout. Mais alors, c'est tout. N'est-ce pas? Les temps sont fastes pour la distribution. Mais les potins de la 4e génération sont-ils encore des BOF, des épiciers? Quand on me demande « mais pourquoi, d'où es-tu venu ?» J'ai dit je suis né avenue Foch, je ne pouvais pas faire autrement. Je suis né au 41, ma grand-mère habitait au 43, après on a fait un petit déménagement et après on habitait au 42, avenue Foch. Il y avait trois cuisinières, enfin chef de cuisine et cuisinière, il y avait 3 femmes de chambre, il y avait un maître d'hôtel, puis il y avait des écuries. Dans le bar du 42 avenue Foch, je pense que maintenant ils en ont fait des garages, mais il y avait 2 chauffeurs pour ma mère et mon frère, et puis il y avait un chauffeur qui était de mon grand-père qu'ils avaient gardé, mais qui habitait ailleurs, mais qui avait une Chevrolet pour nous sortir, pour les enfants. Alors il y avait des nurses aussi en quantité, et on ne voyait que peu d'amis, on était comme dans une tour d'ivoire. Je ne savais pas qu'il y avait des pauvres. Pour moi, j'ignorais. Je crois que l'idée de Félix Potin, c'est qu'il a commencé comme commis épicier, et que sa fortune, elle ne pouvait venir que de sa réussite. Quand vous héritez, et quand vous héritez de sommes considérables, liées à ce que vos ancêtres ont accumulé, il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition pour regarder autour de soi
hein, et essayer de voir comment la société se transforme pour pouvoir s'y adapter. Je crois que c'est plus possible à ce moment-là. Hein. Et c'est là que l'héritage, là vraiment, c'est un atout pour ceux qui en profitent, mais un gros handicap pour le nom, la marque et l'entreprise. L'héritage gouverne la maison Potin. À nouveau, il décide de son sort quand au lendemain de la guerre, Jean Potin meurt par accident. Et puis en 1945, mon père meurt dans un accident de train. Moi j'étais militaire, quand je suis revenu militaire, j'ai dit à ma mère, maintenant il faut prendre des gens capables. Et elle m'a dit non, je dirigerai tout, c'est moi qui paye tout et tu n'as rien à dire. La France se réveille, à la fin de modernité, et s'ouvre à une innovation qui bientôt sera la première donne de la révolution commerciale. Certains commerçants ont pensé que la meilleure méthode pour abaisser les prix de revient était de laisser la clientèle libre de circuler et de choisir elle-même ce qu'elle désire. La formule du libre-service adoptée par plusieurs magasins de Paris satisfait à la fois la cliente qui gagne du temps et le commerçant qui augmente son rendement. Et donc, très vite, le casino fait un essai et la succursale d'origine, le magasin d'origine, rue Michel Rondet, celui que mon grand-père avait acheté à son beau-père, est transformé en libre-service. Je pense que c'est en 48. En 48. Donc c'était vraiment le premier essai de libre-service français. Évidemment, tout le monde disait à l'époque, ça ne marchera pas en France. Les Français aiment discuter avec leur épicière et leur crémière. La méthode qui est la plus économique, c'est-à-dire c'est le client qui fait le travail, c'est le libre-service. C'est ce qui a été génial, si vous voulez, du commerçant qui a inventé ça, c'est qu'il a transféré sur ses clients l'essentiel du boulot. Et là où il a été intelligent, c'est qu'il a rendu les économies aux clients. Ce qui fait qu'ils sont venus en masse, parce qu'en plus, c'était commode et c'était pas cher. Un peu intimidée, la France des années 50 apprivoise le caddie. L'épicier en blouse blanche accompagne la voie de l'avenir. Une voie que la maison Potin, conduite par Jeannine Potin des Marais, ne se hâtera pas d'explorer. Quand ses grands-parents étaient morts, elle s'est mise en noir. J'ai dit, mais maman, c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça et tout ça? Et elle a dit, je vis pour le passé et non pas pour l'avenir. Or, vous savez, je pense que la stratégie d'une entreprise, elle est surtout faite de saisir des opportunités. Et on ne saisit bien les opportunités que si on est prêt à les saisir. Et c'est là le problème. C'est de faire en sorte que les gens soient prêts à saisir les opportunités. Donc, ouverts, qu'ils les voient passer les opportunités. Quand on est fermé sur soi, on ne voit pas passer les opportunités et on dit qu'on n'en a pas eu. C'est faux, il y en a toujours eu, mais on n'a pas su les voir. Et tout le problème, c'est d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe autour. D'être curieux. Deuxième qualité d'un chef d'entreprise, être très curieux. Un esprit curieux aurait peut-être remarqué cette initiative d'un breton obstiné qui, à Issy-les-Moulineaux, à la fin des années 50, posait la deuxième donne de la révolution commerciale, le discount. Un mot que Madame Potin ne voudra jamais entendre. Elle gère désormais l'entreprise à sa manière. Un jour, j'arrive et il y avait sur la table 8 verres de vin, 8 verres avec du vin dans chaque chose. Et puis elle appelle le maître d'hôtel et dit, mettez-moi de l'eau de badois dans les 8 verres. Alors moi je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Et je dis, maman, mais qu'est-ce que tu fais avec cette eau de badois? Elle me dit, c'est le vin qui tournera le moins que je prendrai pour commander pour les bouteilles de Félix Potin. Mais il y a un effet génération. Ces familles, dans la mesure où elles ne s'ouvrent pas à l'extérieur, où c'est une force dans un premier temps, ça devient une faiblesse évidemment dans un deuxième temps. Et je crois que tous les grands distributeurs aujourd'hui, l'exemple de Casino est intéressant, et plein d'autres, sont obligés de faire appel à des managers extérieurs, sont obligés de s'ouvrir à l'extérieur. Je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire, mais j'aurais été capable de prendre des gens ou comme Antoine Guichard, ou peut-être Promodès ou je ne sais pas qui, mais j'aurais été, d'abord, j'avais déjà pris conscience des catastrophes et j'avais vu des gens, des grands banquiers qui m'auraient conseillé. C'est vrai que lorsqu'on ne trouve pas à l'intérieur un successeur, on est obligé de faire appel à l'extérieur. Parce que c'est pas parce que il faudrait absolument trouver quelqu'un de l'intérieur qu'on se contenterait de quelqu'un qui est juste bon. À la taille de l'entreprise, 55 000 personnes.
avec les ambitions que nous avons, double État et décidisant, on ne peut pas avoir quelqu'un de simplement bon, il faut avoir le meilleur. Le meilleur, Antoine Guichard l'a trouvé en la personne de Georges Plassat, un cadre extérieur à sa famille qu'il a choisi pour successeur. Si un membre de la famille avait été à sa place, et si M. Plassat s'appelait un M. Guichard, évidemment je serais comblé. Il n'y en a pas à cette génération, il y en aura peut-être après, mais rien n'est perdu. Le manager extérieur est une nécessité pour la grande distribution. Les familles, qui depuis Potin contrôlent entièrement le secteur, une par une vieillissent. Mais aussi brillant soit-il, le manager reste un corps étranger dont la greffe s'avère parfois délicate. L'expérience de Michel Bon nous en apporte le témoignage. En 1985, Denis Desforêts, cofondateur de Carrefour, appelle à ses côtés un inspecteur général des finances qui quitte les lambris de l'establishment pour les néons de l'hypermarché. Lorsque je suis entré chez Carrefour, beaucoup ont regardé ça avec ahurissement en me disant « Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?» Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Commence alors, avec le nouveau président, une campagne médiatique qui culmine en juin 1991 avec l'achat d'Euromarché. Un coup de maître de Michel Bon, qui incarne désormais Carrefour. C'était extrêmement difficile que ce qui était leur œuvre, et pas la mienne, et ça n'a jamais été la mienne, petit à petit deviennent dans les médias, dans le regard des gens, comme n'étant plus leur œuvre, comme n'étant plus leur chose. Et ça, je pense, c'est dur à vivre, c'est très dur à vivre. Le 4 septembre 1992, alors qu'il était pressenti pour devenir manager de l'année, Michel Bon est licencié, congédié brutalement par la famille. Aujourd'hui encore, il s'interroge sur les raisons. Je comprends quand même que c'est vraiment très difficile de quitter une affaire que l'on a créée pour la transmettre à d'autres et de s'installer dans la retraite, quoi. Je comprends que c'est très difficile. Bon, alors qu'il faille, pour faire ce chemin, à un moment donné, une espèce de victime expiatoire, je constate que ça a facilité ce chemin et qu'aujourd'hui Carrefour est plus solide que jamais. Cette voie du manager extérieur, Jeannine Potin-Desmarais l'aura toujours écartée. Elle n'en avait pas besoin, la fortune était son milieu naturel. Mais en 1958, il ne reste plus rien de l'immense héritage. Elle doit vendre la maison Potin. Et ceux qui ont racheté m'avaient proposé que ma mère reste. On l'aurait nommé président d'honneur, une voiture, tout ce qu'il fallait. Et ma mère n'a pas voulu une fois de plus s'associer, mais elle avait besoin d'argent. Elle a construit des patinoires un peu partout. Enfin, c'était des trous de gruyère importants. Alain Calmat, Jacques Anquetil, pour qui Jeannine Potin oublia de compter. Et elle a fini dans une maison de retraite et il a fallu que nous allions tous un peu d'argent pour finir ses jours. Elle n'avait plus un sou. Celui qui a racheté est un Grec marié à une Française, André Menzelopoulos. La tradition de la maison Potin comble ce négociant qui s'est enrichi au Pakistan. Il y trouve des lettres de noblesse dans la deuxième partie de sa vie. Il en était très fier, si vous voulez, il n'y a pas de doute. Et il y a eu une jubilation intérieure pendant les premiers mois, même les premières années, ce qui est tout à fait naturel. Il faut voir le côté prestigieux de ce nom Félix Potin. Alors pour lui, qui était un Grec, ces gens-là sont des gens modestes. Tout d'un coup, voilà une société avec un nom en France, à Paris en plus, avec un nom que tout le monde connaît. On pouvait aussi bien aller à New York et parler de Félix Potin. En gros, les Américains savaient ce que c'était. Alors en France, n'en parlons pas, ou en Angleterre. Et puis, il y avait ces grands immeubles. Bon, ils sont prestigieux, ces grands immeubles. Ils vous éblouissent. Ils ont une belle façade, ils ont de belles pierres, ils ont des grands halls, ils ont tout ça. Et c'est ça qui a dû soutenir un peu son moral pendant aussi longtemps, pour s'entêter à, allez, je remets ça et je le développe, je fais un retour en arrière, je reviens à la très grosse société. Le challenge aussi a dû l'emballer. Revenir à la grande société. Menzelopoulos se lance dans l'achat de 1500 succursales. C'est surtout le patrimoine immobilier des Potins qu'il développe, devenant le plus gros propriétaire privé de Paris. Le luxe, le faste, l'élite,
tandis qu'une toute autre époque se lève. Et regarde un peu, cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Et il doit faire pour rouler avec ça. Et la chose que je pense, ça fait de naissance. J'ai perçu subitement l'envie de me la payer. Ah mais tout ceci ne m'empêche pas... C'est la révolution. La révolution, c'est le développement de la consommation de masse. Il faut bien voir que jusqu'aux années 60, les Français, si vous prenez les statistiques de consommation, la consommation est encore pratiquement... Si vous prenez le budget d'un Français en 1955-56, il est beaucoup plus proche d'un budget de Français en 1880, à l'époque de la splendeur de Félix Potin, que d'aujourd'hui. Je veux dire qu'en l'espace, il faut bien voir par exemple que l'abbé Pierre, sa campagne sur les sans-logis, c'est 1954. La fondation du CTLM, première forme de crédit à la consommation, c'est 55, 56. La 4 chevaux, c'est 54. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. 1960, c'est vraiment une révolution commerciale. C'est là, c'est le moment où les Français vont commencer à acheter, mais en masse. Que le pouvoir d'achat va se développer de manière considérable, que la croissance va être très forte, de l'ordre de 6% par an, qu'ils vont commencer à se loger, à équiper leur logement, qu'ils vont acheter des voitures, donc ils vont pouvoir se déplacer. Et la révolution commerciale, c'est de prendre sa voiture, pour aller faire ses courses dans un hypermarché où la femme travaillant et ne pouvant pas faire ses courses tous les jours, on sera obligé d'acheter pour une semaine les produits qu'on mettra dans un réfrigérateur, produit nouveau qui apparaît également au milieu des années 50. Donc la révolution commerciale, c'est à la fois l'automobile, le réfrigérateur, le travail de la femme et les courses pour la semaine. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie, nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis. Quand on a vu le phénomène hypermarché à Paris, enfin dans la région parisienne, on a commencé à se dire que c'était peut-être bien pour la région parisienne, mais on verrait sûrement pas ça en province. Et puis, il s'est ouvert des hypermarchés en province. Ils ont marché aussi. Alors on s'est dit, toutes les villes de France en auront au moins. Aussitôt, la famille Allais engage Promodès dans l'aventure, ouvrant en 20 ans 200 continents dans les banlieues de toute la France et d'Europe. Et puis à Paris, qu'est-ce qui reste? Il reste la première grande vague des grands magasins, mais qui gardent leur fonction de luxe et de produits de nouveauté, j'allais dire. Mais Potin, il peut plus tenir, parce que toute la clientèle qui s'approvisionnait en produits alimentaires, qui était le grand produit de base, émigre vers la banlieue. Et donc là, je veux dire c'est le développement des petits magasins Félix Potin, des magasins de proximité, mais je veux dire avec un système qui ne peut pas résister, qui ne résistera pas à la vague des hyper en 1960. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. Pendant 20 ans, la déferlante ne connaît pas de répit. Des familles nouvelles la portent. À cette époque-là, il n'était plus question de pouvoir entrer dans les très grandes surfaces. Les places étaient prises, les connaissances du métier
était dans les mains d'un certain nombre de groupes, les grands cadres étaient dans ces groupes, donc on ne pouvait pas, ou très difficilement, envisager on aurait pu le faire, mais à l'époque, on nous avait dit faites attention avec la grande crise du pétrole, les grandes surfaces en banlieue, ça va s'écrouler tout seul. Pothin n'aura jamais qu'un seul territoire, Paris, sa banlieue, ses quartiers. Pothin Village, qui à son tour déploie des efforts de taille. On va découvrir maintenant le menu de Félix. Pour commencer, une laitue de Provence assaisonnée à l'huile d'olive. Ensuite, du jambon blanc tranché, très très fin. Et comme dessert, une énorme salade de fruits. Tous ces produits de qualité, retrouvez-les chez Félix Pothin. Félix Pothin, on y revient, on y revient. La voie des temps nouveaux n'a pas été prise. Menzelopoulos ne l'ignorait pas. Une première fois déjà, il avait sauvé la maison Pothin. Il faudrait tout reprendre. Ce ne sera pas son œuvre, ni celle d'un autre, car toujours il voudra garder Félix Pothin. Les Grecs étaient des paysans. Vous avez vu des paysans qui vendent facilement un champ, même si le champ n'a aucun intérêt, ou une forêt qui n'a pas d'intérêt. Moi, j'en ai jamais vu. Le financier grec est l'homme du prestige, et c'est celui de Château-Margaux qu'il confère à Félix Pothin. C'est à Château-Margaux qu'il consacre ses forces et sa fortune jusqu'au 18 décembre 1980. Ce jour-là, il m'a téléphoné, et pendant la conversation téléphonique, j'ai senti qu'il suffoquait, et donc je me suis précipité. Et il était dans son fauteuil de président, avec le téléphone qui pendait, mais bien droit dans son fauteuil, avec je me souviens très bien, les deux avant-bras posés sur les accoudoirs, et la tête à peine en arrière, il était mort brutalement. Donc vraiment, j'ai vécu ces dernières secondes, et ça, c'est un souvenir, plus qu'un souvenir, c'est un enseignement. Selon son vœu, ses héritiers conservent Château-Margaux, mais l'heure de la vente de Pothin est venue. La maison Pothin change de main. En 1984, sa tradition fait le bonheur d'un financier marocain, Daniel Amar, proche du roi, qui achètera également Radar, les Trois Quartiers, Madelios. 4 ans plus tard, il y a plus de 100 millions de pertes. Daniel Amar doit vendre 300 magasins avant de céder l'entreprise. La maison Pothin échoit à Pierre Castel, propriétaire des vins Nicolas. Il reste encore 700 magasins, et Pierre Castel mise d'abord sur l'esthétique. Vous savez, Félix, il s'est complètement restructuré. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, au niveau du design, de l'aménagement de ses rayons, Félix est complètement relooké. Ah, d'accord. On parle de Félix Pothin, là? Comment? Félix Pothin? Pourquoi marcher plus loin? La formule porte ses fruits, quand à son tour Pierre Castel passe la main. La maison Pothin échoit aux frères Sayer, qui tiennent leur fortune du Bourgogne et de l'immobilier. Tout alors va plus vite. Ils augmentent les prix, les ventes plongent, l'argent manque. Les fournisseurs ne livrent plus. Ils ne veulent plus livrer, même maintenant quand ils livrent, ils veulent être payés tout de suite. Ils arrivent avec leur camion, si vous payez, si vous mettez un chèque, ils déchargent le camion, si vous n'avez pas de chèque, ils déchargent pas le camion. Le comité d'entreprise en colère demande des comptes. Le partenaire extérieur annoncé ne vient pas. La note sera lourde. C'est nous qui allons payer pour des gens qui nous ont volés. Il n'y avait pas de possibilité autre et pas d'issue autre que le dépôt de bilan qui aujourd'hui s'impose. Enfin, nous avons demandé à ce qu'un tour de table soit organisé dans les jours qui viennent entre M. Lebar, la famille Sayer, la BNP et des représentants des salariés. En toute hâte, un plan de la dernière chance est élaboré. Seuls les 200 Potins de Paris seront conservés. Ils offriront d'autres services. Ils auront un nouveau décor, ainsi que leur journal tiré à 500 000 exemplaires. Il ne paraîtra jamais. Le 30 décembre, la BNP se retire. Félix Pothin ferme ses portes. Moment d'émotion pour ce gérant de magasin. L'entreprise est bien morte. Les magasins seront vendus un par un. Le nom de Pothin disparaît des rues de Paris. Il retourne désormais à la famille,
à son doyen, Jacques Potin, qui voit s'achever l'aventure. J'ai tout connu. Les chauffeurs et tout, j'ai tout eu. J'ai eu des chevaux de course que j'ai hérités de mon père. J'ai tout connu. Mais maintenant, la ruine, pour moi, n'est pas... J'aimerais avoir un peu plus que je n'ai. Paris mesure-t-il ce qu'il a perdu? Le nom de Potin n'y est plus qu'un souvenir, qui lui aussi s'effacera. Tout tourne, tout danse, tout danse, tout danse, tout danse, et voilà déjà comment elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, et voilà déjà comment elle s'en va, mais oui, elle s'en va. En endossant mon uniforme, je vis qu'il n'était pas complet. Je m'aperçus là qu'une énorme que je n'avais pas mon plus belle. De nos hôtes chantons la gloire, tous deux ils savent nous charmer. Oui, toutes, car l'un nous fait boire et l'autre elle nous fait aimer. Ça commence, ça commence. Tout tourne, 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 tout danse, danse, danse. Et voilà déjà que ma tête s'en va. Elle s'en va, elle s'en va. Et voilà déjà que ma tête s'en va, mais oui, elle s'en va. Tout tourne, 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 tout danse, danse, danse. Et voilà déjà comment elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Et voilà déjà comment elle s'en va, mais oui, elle s'en va. Volontiers je fais longue pause quand on me verse du bon vin. Je m'enracine ou l'on m'arrose comme une fleur dans un jardin.